Merci Ludovic. Et c'est vrai que ce petit clin d'œil à Scruton, il est vraiment d'actualité puisque hier, nous avons fêté le premier anniversaire de la mort de Roger Scruton. Donc il y avait un événement avec une fondation qui porte son nom et qui a vocation à faire vivre son héritage. Et le manifeste d'ailleurs en première page, enfin, sur la couverture. Hein. Je ne sais pas si vous avez tous eu la possibilité de le voir. Alors, il ne faut pas que je cache la citation, mais c'est le message que Roger Scruton nous avait exprimé lorsqu'il était venu en 2018 à Asnières, un événement qui avait rassemblé plus de 700 personnes. Et il nous avait dit un jour, être taxé de conservateur, ce sera une fierté. Donc, en hommage à tout le travail qu'il nous a permis de faire, nous avons mis cela sur la couverture du manifeste. Alors, merci Ludovic de m'inviter ce soir pour aborder les liens entre conservatisme et subsidiarité, parce que c'est vrai que dans le langage courant, la subsidiarité ou ce qui est subsidiaire, c'est un peu ce qui est accessoire, alors que justement les crises que nous traversons, crise sanitaire, crise institutionnelle, crise politique, nous montrent à quel point il n'y a rien d'accessoire dans l'art de gouverner et que la subsidiarité fait partie aujourd'hui des besoins qui justement remontent. On a, selon ce principe en politique, normalement, hein, le principe est que la responsabilité doit être prise au plus petit niveau de l'autorité publique compétente pour résoudre un problème. Le niveau, l'échelle, on va dire, la plus pertinente, la plus proche des citoyens. Et puis, l'idée aussi qu'on ne va pas faire à un échelon plus élevé ce qui peut être fait avec la même efficacité à un échelon plus bas. Et la problématique aujourd'hui, elle s'inscrit, la problématique de la subsidiarité, elle s'inscrit dans une démarche, on va dire, qui est celle de la décentralisation, des lois de décentralisation. Et en fait, on se dit que si l'État appliquait vraiment le principe de subsidiarité dans sa manière justement de déployer la décentralisation, eh bien en fait, il pourrait se concentrer sur ce qui devrait être son cœur de métier. Et dans le manifeste, qui est en fait le recueil de toutes les contributions que nous avons reçues lors de la consultation, on voit qu'en fait, ce qui est déterminé comme le cœur de métier de l'État, ce sont les fonctions régaliennes. Et cette priorité, elle a vraiment été plébiscitée dans la consultation. Je rappelle qu'il y a eu 240 000 participations et elles ont chacune quand même insisté d'une manière ou d'une autre sur une sorte de malaise institutionnel qui a posé la question non pas de plus ou moins d'État, mais de l'État pourquoi faire et surtout au service de quelle vision de la France. Et donc, plus que jamais aujourd'hui, face aux défis actuels des démocraties, et je dis des démocraties parce qu'on peut aussi faire un petit clin d'œil à ce qui se passe outre-Atlantique, eh bien, on se rend compte que le principe de subsidiarité apparaît comme une nécessité pour retrouver deux principes conservateurs, la confiance et l'engagement. Donc les enjeux des démocraties, je voudrais m'y attarder dans un premier temps, à la lumière, encore une fois, hein, des enseignements de la consultation. Et je reprendrai bien volontiers l'interrogation telle qu'elle était formulée par Jean-Claude Lamberty. Comment respecter l'individu et sauver le citoyen? Et il y a là quelque chose de... Il y a un nœud, si vous voulez, à défaire dans ce lien entre individu et citoyen. Et c'est aussi le petit clin d'œil que je fais à Alexis de Tocqueville, parce qu'il a montré les cercles infernaux dans lesquels la démocratie pouvait sombrer, en appelant finalement à éviter deux écueils qui ont en commun ce qu'on pourrait appeler le narcissisme démocratique. Le premier écueil, c'est quoi? C'est le repli sur soi. Repli sur soi qui guette en fait l'homme démocratique dès lors qu'il est à lui-même sa seule préoccupation, qu'il se concentre sur son indépendance, sur ses propres intérêts et sur la satisfaction de ses désirs immédiats. Et dès lors, il perd le sens en fait de la communauté politique et entre dans une logique de concurrence de ses désirs, voilà, particulièrement matériels, désirs qui s'opposent parfois à ceux de son voisin ou d'autres communautés.
Le deuxième écueil, c'est la conséquence du premier, c'est le désintérêt pour la chose commune. Et ça, c'est quelque chose que Sens commun avait très bien senti dans son intuition initiale, ce besoin de réenchanter l'engagement citoyen, notamment dans l'engagement politique, mais pas uniquement. Pourquoi? Parce que en fait, quand les citoyens se désengagent, eh bien, ils appellent d'eux-mêmes finalement un État omnipotent qui va se mêler de tout, parce que c'est parce que les hommes délaissent la sphère politique et la sphère publique que l'État devient plus fort pour pallier leur désengagement. Et on voit bien là que le principe de subsidiarité, dans cette logique viciée, ne peut plus fonctionner. Et on en arrive à ce que Tocqueville appelait un despotisme démocratique. Et j'aime beaucoup cette citation que je me permets de dire. J'ai toujours cru que cette sorte de servitude réglée, douce et paisible pourrait se combiner mieux qu'on ne l'imagine avec quelques-unes des formes extérieures de la liberté et qu'il ne lui serait pas impossible de s'établir à l'ombre même de la souveraineté du peuple. Je pense que ça trouve un écho particulier dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, la nécessité, elle va être vraiment, dans les mois, dans les années qui viennent, de réconcilier l'individu et le citoyen, parce que cet engagement politique, je dirais, il pourrait être la réponse à l'appel que faisait Kennedy. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Et donc, la participation à la vie en fait politique, je pense tout simplement déjà à l'échelon local, la participation à la vie de la commune. Tocqueville avait d'ailleurs bien vu que finalement c'était à l'échelle humaine, à l'échelle de la vie quotidienne, qu'on pouvait finalement ressentir ce sentiment d'appartenance à un groupe. Et là, on est sur une thématique très conservatrice, chère d'ailleurs à Roger Scruton, qui est ce sentiment d'appartenance. Parce que qu'est-ce qui va fonder l'unité de la nation? Eh bien, c'est ce sentiment, je pense qu'il faut employer ce mot-là, ce sentiment que nous ne sommes pas de nulle part, que nous ne sommes pas des anywhere, et que en fait l'appartenance à une culture, elle est originelle. C'est pas l'individualisme qui pourrait être la dérive démocratique telle que Tocqueville l'a explicité, qui est originelle, mais c'est l'appartenance à une culture. Et aujourd'hui, on a au pouvoir des progressistes de toute forme finalement, mais un progressisme exacerbé qui ne saisit pas justement ce qu'est l'unité de la nation, ce qui soude les individus parce qu'il refuse l'enracinement. Et là, je vous renvoie à un excellent livre de Frédéric Rouvillois, qui fait ce parallèle entre Emmanuel Macron et la philosophie d'inspiration saint-simonienne, où il explique bien comment elles ont en commun de refuser l'enracinement, de refuser l'héritage civilisationnel et la possibilité même en fait de l'attachement à un chez-soi, cette oikos qu'appelait Scruton, et dont on verra un petit peu après qu'il est aussi la base de l'écologie subsidiaire. Donc cette liquidation de l'héritage, tel que les progressistes l'envisagent, elle est motivée par une volonté, en fait, que tous partent exactement du même point de départ. Et ça, Emmanuel Macron le dit dans son livre Révolution, il définit l'égalité comme celle qui met chacun sur la même ligne de départ. Donc ça veut dire que toutes les politiques qui sont, on va dire, inspirées de la notion d'héritage, politique patrimoniale si on est sur le domaine économique, politique familiale avec bien sûr le problème de la filiation, et bien tout cela en fait est liquidé par les progressistes. Et ce faisant, il ressuscite une opposition entre liberté et égalité, parce qu'il y a une sorte de menace sur la liberté au nom d'une égalité, et il y a des fractures de fait qui naissent de ce conflit entre liberté et égalité, parce que dans une société qui vise une égalité, pas simplement de droit, une égalité de dignité des citoyens, enfin, ou des personnes tout simplement, mais une égalité, ce que j'appellerais une égalité égalitariste, eh bien, les droits individuels des uns
entrent en concurrence, et là je reviens à ce que je disais dans l'analyse de Tocqueville, entrent en concurrence avec les droits individuels des autres. En fait, la loi devient le moyen de satisfaire les désirs individuels des uns et des autres. Et en fait, au nom de l'égalité, mes désirs à moi ont autant de valeur que les désirs de mon voisin. Et si les siens sont satisfaits, il n'y a pas de raison que les miens ne le soient pas. Donc, on rentre dans une logique de revendication communautariste qui réduisent la nation à une juxtaposition de désirs individuels qui sont potentiellement en concurrence. Et la nation, si on prend la définition de base de la nation, c'est quoi? C'est un groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Eh bien, tout cela disparaît et il ne reste que des individus qui se font face. Et là, je renvoie à ce que disait l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Il est à craindre que finalement, nous nous retrouvions non plus côte à côte, mais face à face. Et c'est la raison pour laquelle Roger Scruton nous avait dit, quand il avait compris qu'on voulait tirer l'enseignement politique de l'état d'esprit du conservatisme, il nous avait dit la porte d'entrée dans le conservatisme, c'est la nation. Et plus que jamais en France, où on a tendance à réduire le conservatisme au sujet de société. Donc l'approche conservatrice, ce sera ma deuxième partie, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit, je ne vais pas m'attarder, vous l'avez bien compris, le point de départ, c'est l'attachement, c'est l'enracinement, et c'est Scruton qui le définit comme ça. Le conservatisme est la philosophie de l'attachement. Nous sommes attachés aux choses que nous aimons et nous souhaitons en fait les protéger du déclin. Donc ce sentiment que les choses bonnes peuvent facilement disparaître, mais ne peuvent pas être aisément créées, comme il le disait lui-même. Et le contrat social qui justement fonde la nation requiert ce sentiment d'appartenance et il présuppose, on pourrait dire, une première personne du pluriel, la possibilité de dire nous pour parler en fait de la nation, pour parler de la France. Et ce nous, c'est presque la condition précontractuelle en fait de la nation. Le deuxième trait de cet état d'esprit, c'est la responsabilité et la transmission. Cette ligne d'obligation en fait qui nous relie les uns aux autres, et puis ce souci pour l'avenir qui en est la prolongation. Et il ne peut y avoir de confiance, et ça c'est aussi une thématique d'actualité, il ne peut y avoir de confiance que là où les hommes prennent la responsabilité de leurs actes et rendent compte finalement à ceux avec lesquels ils ont affaire, à la fois dans l'espace et à la fois dans le temps. Et j'aime beaucoup cette citation de Burke qui disait « La société dépend de relations d'affection et de loyauté, et celles-ci ne peuvent se construire que d'en bas, par l'intermédiaire d'actions en face à face. » Et là, on retrouve justement la subsidiarité comme moteur finalement et comme ciment de la nation. Parce que c'était déjà présent chez Tocqueville, on voit bien que cette verticalité du gouvernement que nous subissons aujourd'hui, eh bien, elle nourrit d'une part l'irresponsabilité des individus et puis d'autre part la confiscation de la société civile par l'État lui-même qui font qu'au final, les citoyens n'agissent plus par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Donc, il y a ce grand défi vraiment qui a émergé en fait dans les contributions qui nous ont été apportées et que j'ai remises en forme là parce que évidemment je ne pouvais pas dans le détail vous rapporter les contributions qui avaient été apportées. Alors notre souci à nous, si vous voulez, notre démarche, le point de départ c'était donc novembre 2018, cette grande réunion des conservateurs que nous avions organisée autour de personnalités politiques, locales et nationales, et puis de personnalités intellectuelles, parce que notre souhait, c'était vraiment de faire se rencontrer les deux poumons, je dirais, de sens commun, c'est-à-dire la réflexion et l'action. Et le travail de fond a été mené
depuis, donc entre 2018 et 2020, parce qu'il s'agissait justement de ne pas en rester à une approche d'intellectuel, puisque le conservatisme n'est pas en tant que tel une doctrine politique. Je vous ai dit que c'était un état d'esprit. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on applique à nous-mêmes ce principe de subsidiarité, parce que l'objectif n'est pas d'arriver avec un petit bouquin qui serait quelque chose pensé d'en haut. Il faut qu'en fait, ce bouquin soit inspiré par ce qui remonte du terrain. Donc, on a fait cette consultation. C'est expliqué dans l'avant-propos du petit livret que vous trouverez aussi sur Internet pour ceux qui ne l'ont pas en version papier. Et on l'a posé sous forme de question. Le conservatisme, un espoir pour la France. Et en fait, la réponse que nous avons eue faisait complètement écho au titre du livre de Roger Scruton. C'est pas un espoir, c'est une urgence, point d'exclamation. C'est une urgence parce qu'en fait, ça a permis de mesurer ce à quoi les Français sont attachés, ce qui compte aujourd'hui, ce que sont leurs priorités dans la France de 2020. Et finalement, ce qui leur tient à cœur, si on reste dans cette approche d'une politique de l'attachement. Donc, ça a réveillé en nous un instinct de conservation d'autant plus fort que lorsque les menaces, puisque là on a déroulé la consultation à la fin du premier confinement, lorsque les menaces sont violentes, eh bien elles nous permettent justement de discerner ce à quoi nous sommes attachés. Ça a permis de toucher aussi des personnes qui aujourd'hui ne sont pas forcément encartées dans des partis politiques, celles qui sont, vous voyez, juste derrière la porte, qui ne sont absolument pas touchées aujourd'hui par l'offre politique, parce qu'elles entendent le bruit, mais ça n'arrive pas au cœur. Et donc, la démarche de la consultation, c'était vraiment de leur permettre d'exprimer ce qui les habitait. Voilà. Donc le manifeste, lui, si vous voulez, c'est la traduction politique de cette démarche-là. Pourquoi une traduction politique? D'abord parce qu'elle n'existait pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti en France qui se réclame du conservatisme. C'est même plutôt une tare dans le langage courant. C'est un choix que nous avons fait d'assumer ce mot parce que à partir du moment où ça correspond à ce que nous sommes, à partir du moment où de toute façon on nous a collé cette étiquette-là, nous avions un peu deux solutions. Soit nous battre pour essayer de dire que nous étions autre chose, soit l'assumer. Et nous avons fait ce choix parce qu'aujourd'hui, l'urgence, elle n'est pas dans la sémantique, elle n'est pas dans la dialectique, elle est dans l'action. Et cette action, il fallait qu'elle soit éclairée par des principes conservateurs, à même ensuite de décliner des propositions concrètes. Donc, ce que nous faisons, nous prenons en fait le contre-pied du progressisme sur trois axes qui ont guidé l'élaboration de la consultation et qui sont aujourd'hui la trame du manifeste, notamment à travers la reconnaissance de la notion de limite, qui pour nous est une notion positive. La limite, c'est quoi? C'est ce qui protège avant d'être ce qui interdit. Le premier axe que nous avons développé, c'est, comme je vous le disais, la porte d'entrée dans la nation, c'est de reconnaître qu'aujourd'hui, la politique se construit sur l'appartenance à une nation, alors même que le progressiste est dans une logique post-nationale, puisqu'on va même jusqu'à parler de souveraineté européenne. Et là, ce qui a été vraiment plébiscité, alors qu'on ne s'y attendait pas, parce que ce n'est pas un sujet particulièrement glamour, on va dire, c'est tout ce qui tourne autour de la question des institutions, parce que leur dysfonctionnement fait prendre conscience aux Français finalement des faillites de l'État. Et c'est là aussi qu'on fait le pont entre État et nation. Donc ça s'articule comment? Ça s'articule autour de la thématique de la souveraineté comme condition de la liberté. Et on a là les propositions concrètes qui concernent les institutions politiques, qui concernent la mondialisation et qui concernent les services publics. Alors évidemment, je ne peux pas tout vous citer. En revanche, je vais vous donner quelques exemples quand même pour que vous voyez à quoi ça correspond. Si je prends les institutions politiques, les fonctions régaliennes, c'est par exemple tout ce qui va concerner les mesures liées à la justice, protéger la propriété privée en punissant sans délai l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier, instaurer une peine perpétuelle réelle pour ceux qui constituent des menaces durables pour la société,
On a aussi tout un volet sur la sécurité intérieure et sur la sécurité extérieure, avec en fait toutes les questions relatives aussi aux lois et aux problèmes particuliers posés par la charia en France. Et puis on a ce gros paragraphe, ce gros bloc sur la subsidiarité. Le principe qui anime les propositions, c'est plus les décisions sont prises près des citoyens, plus elles suscitent adhésion et confiance. C'est le principe de subsidiarité. Et il y a 2 propositions concrètes qui ont été largement partagées. C'est vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne de justice qui aujourd'hui parfois prennent le dessus sur les juridictions nationales, et l'opposition à l'adhésion de l'Union européenne à cette Cour, parce que c'est dans le traité de Lisbonne, mais ça n'est pas encore effectif, et dès lors que ça le serait, ça interdirait à chaque nation individuellement de quitter la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on est vraiment là sur un sujet qui mérite quand même une très très grande attention. Et puis c'est bien évidemment la restructuration complète en fait du maillage territorial et de la délégation de compétences telle qu'elle est prévue dans les lois de décentralisation. Ça va bien sûr traiter aussi toutes les ressources financières des collectivités territoriales, et puis la coopération entre elles, évidemment, pour mettre fin à ce qu'on appelle traditionnellement le millefeuille territorial. Voilà. Et puis après, il y a tous les sujets relatifs, comme je le disais, à la mondialisation, au cadre européen et à la définition d'une souveraineté nationale traduite en propositions politiques. Le deuxième axe, toujours interprété à travers la notion de limite, c'est de considérer que la France est une nation héritière en fait d'une culture qu'elle veut affirmer et transmettre, et donc ça implique un refus de l'immigrationnisme et du multiculturalisme. Ça veut donc dire que sur le volet immigration, il va bien sûr falloir traiter la maîtrise de l'immigration, mais aussi la thématique de l'assimilation, parce que nous avons quelque chose à transmettre, en fait, qui va passer par l'éducation et une certaine conception de l'éducation, qui va passer par la culture aussi. Et là, il y a toute une réflexion qui a été menée à partir d'André Malraux sur le rôle de la culture et l'articulation entre la culture et le politique. Est-ce que la culture est au service du politique ou pas? Voilà, donc il y a toute une réflexion qui a été menée avec des élus locaux, notamment sur l'inspiration, on va dire, d'une conservatrice pour établir des projets culturels à l'échelle locale. Parce que c'est vrai que moi, la dernière fois que je suis allée dans ma commune, à la présentation de la programmation annuelle, tous les documents étaient par exemple en écriture inclusive, et on parlait plus de patrimoine, on commençait à parler de matrimoine. Enfin, vous voyez, on voyait que l'idéologie nous arrivait directement d'en haut, mais que ça avait bien pénétré la moindre petite ville qui avait un service culturel. Et là, je parlais d'une ville, vous voyez, de même pas 30 000 habitants. Donc, il y a vraiment toute une réflexion qui a été menée sur l'importance de la culture. Et puis, le troisième axe, c'est la nation soucieuse des équilibres économiques et écologiques. On a fait le choix, mais c'était déjà le cas au démarrage de Sens commun en 2013, de traiter ensemble l'économie et l'écologie. Parce que bien sûr, ça relève des thématiques liées à la protection de la nature, et nous avons fait ce choix de réhabiliter le mot de nature, nature au sens environnemental, mais aussi au sens de nature humaine, pour une écologie qui soit non pas idéologique, mais réelle, avec ce souci de tenir ensemble le respect de l'environnement et le respect de l'homme, parce qu'il serait évidemment complètement aberrant de s'offusquer des OGM sur les espèces végétales et en même temps eh bien de s'embarquer dans des dérives transhumanistes telles que la loi de bioéthique les prévoit, en manipulant en fait les gènes humains. Donc il y a vraiment cette volonté aujourd'hui de prolonger la réflexion sur le transhumanisme et sur ce qui auparavant était considéré comme des sujets
dit de société, en ayant un regard non pas moralisateur, parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas audible, mais en ayant un regard écologique au sens noble du terme. Voilà. Et ça nous amène évidemment à reconnaître aussi eh bien, la structure familiale comme étant la plus petite échelle, en fait, et donc ce petit noyau dur à partir duquel les autres peuvent se construire en cercle tout autour. Voilà, donc on a, vous voyez, ces trois grands axes qui permettent de lutter contre une approche progressiste qui serait post-nationale, qui serait multiculturaliste et qui serait transhumaniste. Donc, ce que nous en faisons, c'est quoi maintenant? C'est une grande démarche pour populariser en fait ce conservatisme et cette approche, ce regard sur la société que nous voulons durable. Populariser, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire tomber dans le populisme au sens de démagogie. Et là, je m'appuie sur la belle analyse de Vincent Cousdière qui dit, en fait, il faut valoriser le populisme des peuples, c'est-à-dire être à l'écoute, en fait, des besoins des peuples. Et non pas les satisfaire de manière démagogique, mais les entendre, parce que c'est de là qu'il faut partir pour bâtir un projet pour la France. Et donc, on a mis en fait à disposition des Français des outils de vulgarisation de ce manifeste, dont on a bien conscience que c'est plutôt comment dire, un document institutionnel. Donc, il y a 250 000 flyers qui, depuis le week-end dernier, sont distribués dans toute la France par des petites cellules de tractage et de boitage partout sur le territoire. Et puis, il y a un quiz sous forme un peu ludique, second degré, décalé, avec un graphisme adapté. Et tout ça est hébergé sur un site internet mouvementconservateur.fr, de manière à ce que finalement ce conservatisme aille bien au-delà du mouvement au sens commun lui-même, et que avec d'autres personnes qui sont, on va dire, des alliés en politique, des alliés dans les milieux intellectuels, des alliés dans les think tanks, des alliés dans les milieux associatifs, eh bien, nous retrouvions ou nous acquérions cette fierté dont parlait Roger Scruton, cette fierté d'être conservateur face à un politiquement correct qui déroule son rouleau compresseur, et puis aussi une légitimité, parce que finalement aujourd'hui on a une droite très éparpillée, très émiettée, et finalement on se rend compte que la parole des conservateurs n'a pas moins de légitimité que celle des autres. Et donc à partir du moment où la droite est en crise d'identité, c'est aussi à nous de lui rappeler ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être, et c'est aussi l'enjeu du travail que nous avons fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé les 20 minutes, mais je crois qu'au feeling,